Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les principaux titres à la une de ce 4 août 2026. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est inscrit ce mardi sur le registre électoral au lycée national de Pétionville. Présentant cette démarche comme un devoir civique, il invite les citoyens à participer massivement au processus et assure que les conditions sécuritaires seront réunies pour la tenue des élections. Le politologue Joseph Harold Pierre estime que le Conseil électoral provisoire subit une influence du pouvoir exécutif. Il juge le calendrier électoral irréaliste, dénonce des critères de sanction trop limités et s'inquiète des répercussions de ces choix sur la crédibilité du processus électoral. Également à la une de ce mardi, en 22 mois, les autorités dominicaines ont expulsé plus de 700 000 Haïtiens. Les organisations de défense des droits humains dénoncent ces expulsions et les conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Par ailleurs, aux États-Unis, selon le Gard, 2 migrants haïtiens sont morts en mars dernier, alors qu'ils étaient sous la garde des services de l'immigration américaine. Bienvenue dans le développement des titres de l'actualité. Dans le cadre du processus d'enregistrement des électeurs lancé par le Conseil électoral, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est inscrit ce mardi au lycée national de Pétionville. Pour le chef du gouvernement, l'inscription au registre électoral constitue un devoir civique et la première expression de la souveraineté populaire. Il appelle ainsi les citoyens haïtiens à participer massivement à ce processus. Face aux inquiétudes liées à la situation sécuritaire, Alix Didier Fils-Aimé se veut rassurant, affirmant que les conditions seront réunies pour permettre à la population de choisir librement ses dirigeants dans les urnes. Suivez ce reportage de Richie Fortuné. Après les autorités municipales, c'était au tour du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé de se rendre au lycée national de Pétionville pour s'inscrire sur le registre électoral. Il s'agit, selon le chef du gouvernement, d'un signal dans la perspective des élections dont le premier tour est fixé au 13 décembre. L'occasion pour le Premier ministre d'appeler tous les détenteurs d'une carte d'identification nationale valide à se rendre dans les centres d'inscription, à Port-au-Prince comme dans les villes de province ou dans les communes les plus reculées. Je vais inscrire pour tout citoyen pour que je remplisse des devoirs civiques. La population sont celles et l'élection. Il m'a demandé pour le choisir que les gens qui pour diriger, le gouvernement prend toute disposition pour que lui-même l'accompagne CEPA. Alors que des acteurs politiques ont critiqué ces derniers jours le chef du gouvernement qu'ils accusent de travailler au profit de son propre groupe politique, Alix Didier Fils-Aimé a de son côté rejeté ces allégations, affirmant ignorer pour qui il votera, le profil des prochains candidats n'étant pas encore officiellement connu. Je viens inscrit. Jour élection, nous allons mettre une capitaine devant, je vais voter. Je ne sais pas qui candidat gagne parce que je suis un candidat inscrit pour me donner qui programme offert pour moi décider pour moi pour qui est-ce que je voter. Quand tout citoyen, moi fait devoir. Si le Conseil électoral conditionne le respect du calendrier au rétablissement du climat sécuritaire, le Premier ministre a profité de son passage au centre d'inscription pour donner des garanties en ce sens. Le gouvernement a fourni les moyens nécessaires au CEP et les efforts sur le plan sécuritaire vont se poursuivre, réaffirme le Premier ministre. Mais pour qui ça c'est sécurité qui peut boycotter le calendrier électoral là? C'est des professionnels qui connaissent dans quelles conditions le pays a. C'est eux qui font le calendrier. Je vais prendre un exemple. La dernière élection que tu as gagné, l'élection Cité Soleil qui n'a pas fait, tout le monde a voté dans le building 2004, tout le monde a voté chaud comme ça. Lorsqu'on professionnel ou une responsabilité, on prend toute bagaille ça en compte pour faire élection. Nous-mêmes, dans le gouvernement, nous n'avons pas accompagné CEPA, nous bal cob, nous bal loi, nous mettons tout le gouvernement en marche pour aider. Par contre, côté CEPA arrivé, les besoins bagaille que le gouvernement a aidé, il pas participer. Certains futurs électeurs ayant assisté au passage du chef du gouvernement ont exprimé le souhait que la machine électorale soit définitivement mise en branle, exprimant leur lassitude de l'absence de scrutin dans le pays depuis plus d'une décennie, y voyant l'une des causes fondamentales du délitement de la société. Moi,
même moi pour ça, pour l'élection, pour moun yo retourner la caillou, moun yo pas qu'à manger, n'après le amre pour changer bagay yo la presse là. Alors nous dit Premier ministre en vient là, puis gagne Tonton Noël parce que nous prêts pour l'élection. Pour la seule journée du lundi 3 août, près de 13 000 électeurs ont été enregistrés dans les différents centres d'inscription, souligne le président du conseil électoral Jacques Desrosiers, qui a estimé que l'idéal serait d'enregistrer au moins 3 à 4 millions d'électeurs sur les 6,5 millions d'Haïtiens en âge de voter. Comme annoncé en titre, Joseph Harold-Pierre estime que le conseil électoral provisoire n'est pas totalement indépendant. Selon lui, le gouvernement exerce une forte influence sur cette institution. Même si le CEP voulait être indépendant au départ, les premières difficultés ont affaibli la crédibilité du processus électoral. Le politologue critique aussi le calendrier électoral. Il juge que les près de 300 partis disposent de moins de 3 mois pour former des regroupements, un délai qu'il considère trop court pour permettre de vraies discussions. Joseph Harold-Pierre regrette que les critères d'exclusion des candidats reposent uniquement sur les sanctions des Nations Unies, qu'il juge très rares. Selon lui, cette mesure relève davantage d'un calcul politique que d'une véritable volonté d'assainir la vie politique haïtienne. Ce n'est pas le gouvernement qui organise l'élection, mais ça nous va le comprendre, c'est que nous sentons que c'est comme si, dans un premier temps, CEP a montré que l'est libre, l'est indépendant par rapport au gouvernement, mais Kounia, ce n'est pas ça nous sentons. Nous sentons que bon pression et le gouvernement a exercé sur CEP. Et de fait, moi, je pense que la crise qui était gagnée au commencement, il va gagner des conséquences considérables sur l'élection qu'on a faite là. Donc, ça veut dire que Fox, le gouvernement, il montre très clairement qu'il va faire pression sur CEP. Moins senti. En fait, moi, comme citoyen d'un pays, je pense que moi intéressé à ce qu'a fait, comme leader d'opinion, moi intéressé à ce qu'a fait, mais pas gain qui t'a à un certain moment, on ne sait jamais, ça t'a intéressé, ça t'a tout le monde t'a gagné. On a l'autre implication dans l'élection. Au niveau de l'autre, c'est pas gain qui t'a empêché ça. En fait, tout le monde répond à toutes conditions, ça t'a arrivé comme candidat dans la prochaine élection. Bon, en fait, ça pas qu'on dit ça pas qu'on définit ça très clairement, mais très probablement comme on fait un travail national, si on a posé candidat, peut-être c'est au niveau national. Perspective d'alliance. Perspective d'alliance. Et moi, je pense que j'ai expression en dire tout le monde qui semble rassembler, tout le monde qui entre dans des démarches de candidats crédibles, monde qui gagne compétences, monde qui patriote, monde qui pas gagne maître, c'est important, et monde tout qui a campé devant l'international là, toujours prendre très au sérieux, qui capable orienter pays devant l'international là. Je pense que c'est tout acteur ça yo, progressiste, démocrate, et qui a fait un faisceau pour nous payer l'autre. Moi capable de dire oui, il y a une structure qui approche moi, nous va dialoguer. Oui, mais au moment où je parle, je ne peux pas dire que moi c'est candidat, mais tout au moins, moi je pense que il y a des gens qui approchent moi qui disent que je pense que ça à cause de faire, à cause de bien sûr mon cas utile que nous ça vaut la peine pour nous dialoguer. Donc oui, ça vaut la peine, pas incohérent. Si m'a parlé, il y a des actions qu'on va poser. Mais pour l'instant, rien n'est défini, rien n'est certain. Mais ce qui est important pour nous, ce qui est important pour nous, c'est que l'élection est faite et bien faite pour un gouvernement légitime qui prend pouvoir pour orienter le pays pour nous sortir de cette année-là. Autre dossier à Métro News, des commerçants du secteur informel victimes de la violence des gangs réclament des réparations de l'État afin de relancer leurs activités. Selon leurs témoignages, les attaques criminelles dans le centre-ville ont complètement détruit leur commerce, les privant de tout moyen de subvenir aux besoins de leur famille. Selon le collectif des citoyens du secteur informel haïtien et des petites entreprises, plusieurs centaines de commerçants ont été appauvris par les violences dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. L'organisation menace de porter plainte contre les autorités et plaide pour la mise en place de mesures d'accompagnement en faveur des victimes afin de les aider à reprendre leurs activités. Suivez ce reportage signé Garbijan et Claude Désir. Au cœur du Champ de Mars, sur la place des Salines, plusieurs dizaines de commerçants étranglés par l'insécurité crient leur exaspération. Parmi eux, des femmes déplacées qui aspirent à retrouver leur dignité d'autrefois
et à relancer leur commerce. Pendant ce temps, moun qui était habité Carrefour-Feuille, moun qui était habité Poste Marchand, moun qui était habité Lalu, moun qui était habité tout Marché Salomon, tout le monde ça connaît à vivre en bas dans une situation qui est incomparable. Parce que yo en battant commerce business yo crasé, gen moun business était dans dépôt, business en crasé. Il pas sauvé en rien. Le Champ de Mars n'est plus le théâtre d'affrontements entre les gangs et les forces de l'ordre, mais il n'a toujours pas retrouvé son ambiance habituelle. La plupart des commerçants qui l'avaient fui veulent désormais y retourner, mais il ne leur reste plus rien. C'est le cas de Ginette. Sans machin pour le champ de massa pas de jambe de camper sur rien. Mon nom mettre sur côté le sorti ou tande le dire am bal pour petit avec le champ de massa. Yo chita y a vinn manger petit pour yo prend vent, y a boire et puis au sorti y a peine Giorgio. Journée jodi à mes amis go situation qui vient tomber là encore nous là mes amis pas kon côté bagay ça tomber, côté bagay ça privé, côté bagay ça pour aller mes amis. Nous pas de jambe de kon vivre la situation ça. En situation mes amis mon a vivre là courir vaca moi courir derrière nous avec zam garder toute bagaille nous perdu réchaud nous pas connait qui ça pour nous faire nous laguer des bois prendre long pays. Paula vend du poulet sur cette place publique depuis 28 ans. Sa vie a basculé il y a 2 ans lorsqu'elle a dû fuir la progression des gangs armés. Plongée depuis dans une précarité totale, son quotidien n'est plus qu'incertitude. Aujourd'hui, l'angoisse grandit à l'approche de la rentrée scolaire prévue le mois prochain. Inquiète pour l'avenir de ses enfants, elle lance un cri de détresse aux autorités. Nous avons un accompagnement vraiment pour nous retourner chez Massa. Bon, d'après moi, l'État courir derrière nous. Parce que si l'État te blesse, ça gagne là, tu résoudre. D'ailleurs, j'ai 3 petits garçons. Est-ce que c'est un bandit pour le temps pour ballon zam pour faire le cadeau $1000? Et bandit fait une proposition à Timounio, c'est ça qui fait plus jeunesse à gaspiller. Parce que puisque ces bandits qui répondent à l'appel, si vous faut croire dans ça, qu'on ne pas maman ou pas de casser poté et pourtant si tout pas ready pour petit te savait tout. Ce groupe de femmes s'est rassemblé sous l'égide du collectif des citoyens du secteur informel haïtien et des petites entreprises. Cette organisation s'efforce d'alerter les décideurs politiques sur la détresse des petits commerçants. Face à l'inaction publique, le coordonnateur national du collectif, Mondésir Boileau, se dit déterminé à intenter une action en justice contre l'État haïtien pour exiger des réparations financières. Nous avons organisé une conférence dans l'objectif pour demander accompagnement de l'État pour marchands victimes et annoncer officiellement que le collectif a une plainte que la portée contre l'État pour justice et réparation sur marchands déplacés et pour nous demander l'État pour lui récamper champ de massa bien rapide. Selon le coordonnateur, le secteur informel, véritable poumon de l'économie nationale, a été totalement laissé pour compte. De l'Aqua des Bossal au marché Salomon en passant par le parvis de la cathédrale de Port-au-Prince, la terreur des gangs a vidé ces bastions du commerce local, traquant et chassant les commerçants de leurs espaces historiques. Pour briser le silence, le collectif se dit déterminé à descendre dans la rue afin d'exiger justice et réparation pour ces milliers de pères et mères de famille qui ont tout perdu. L'Office national de la migration a officiellement restitué ce mardi les locaux de l'Office de la protection du citoyen à Bourdon, suite à la relocalisation réussie des déplacés internes qui y avaient trouvé refuge. Cette démarche conjointe des autorités marque une avancée clé vers la reprise des services publics de protection des droits humains et la recherche de solutions durables face à la crise des déplacements forcés. Après avoir été occupés depuis plus d'1 an par les personnes déplacées, les locaux de l'Office de la protection du citoyen sont désormais libres. On se le rappelle, des familles qui fuyaient la violence des gangs s'y étaient réfugiées. Du coup, l'OPC s'était transformé en un abri provisoire où des déplacés vivaient dans la promiscuité. Conscientes de cette situation, les autorités concernées ont pris les dispositions nécessaires pour libérer l'espace. Et c'est à la suite d'une opération menée par l'Office national de la migration que les déplacés internes ont pu être relocalisés. Le directeur général de l'ONM, Jean-Nego Bonheur Delva, se décerne un satisfait. Ce résultat, que je suis capable de dire qui est probant, et que le gouvernement, dans son ensemble, sous l'instruction du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, travaille pour que nous soyons capables d'arriver là. Le Premier ministre, à chaque fois que tu invité Task Force,
il était toujours dit un seul bagaille. Moi, je veux résultat. Résultat que je veux, c'est accompagner la population pour les capable de retourner la Kaili et permettre que l'institution qui c'est OPC approprie de patrimoine ça que nous tous nous connaissons pour que les capables de continuer de desservir la population. Et déjà, l'OPC se dit prêt à se remettre en selle. Les locaux de l'institution étant remis officiellement au protecteur adjoint du citoyen, le responsable promet de continuer à travailler en vue de protéger et défendre les droits des citoyens. De ce fait, Amos Auguste salue le travail fourni par l'Office national de la migration et se réjouit également du retour des déplacés chez eux. Selon le recensement ONM-DFM, il y a environ 1800 familles qui étaient occupées. Il se passe ça. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers et contents de ce que nous apprenons officiellement et accepter remise espace là suite à un ensemble de travail qui est fait par ONM. Et une chose que nous apprécions, ce n'est pas une libération de force. C'est un travail pacifique qui est fait. Et s'il t'a fait de force, nous-mêmes en tant qu'institution de monde, nous ne pouvons pas accepter. Nous n'avons pas tiré attention au pouvoir public sur mauvaise façon qu'il y a piégé. Ça, nous considérons comme un acte de bonne pratique qui méritait de continuer dans toute action que nous avons posée. Notons qu'il ne s'agit pas seulement de l'OPC. L'ONM affirme avoir déjà libéré d'autres espaces et assure qu'il va continuer à travailler d'arrache-pied en vue d'évacuer des écoles occupées par les déplacés internes avant la rentrée scolaire. Toujours dans ce chapitre, les autorités migratoires de la République dominicaine ont procédé à l'expulsion de plus de 700 000 citoyens haïtiens au cours des 22 derniers mois. Ce chiffre record témoigne du durcissement continu des opérations de rapatriement menées par le gouvernement dominicain, tant à la frontière terrestre que dans les principaux centres urbains. Ces expulsions massives continuent de susciter de vives inquiétudes au sein des organisations de défense des droits humains. Celles-ci dénoncent régulièrement les conditions de détention ainsi que le traitement réservé aux migrants lors de ces vagues d'expulsions sans précédent dans la région. On parle encore migration. Au total, 2 migrants haïtiens placés sous la responsabilité des services de l'immigration américaine ont perdu la vie. Il s'agit de Daffy Michel et d'Emmanuel Damas. Ces 2 décès ont été enregistrés en mars dernier, selon un rapport du groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR. Les États-Unis ont déjà déporté 629 personnes au cours des 6 premiers mois de l'année, indique le document. Des chiffres largement inférieurs à ceux de la République dominicaine qui a expulsé plus de 140 000 Haïtiens au premier semestre, ainsi que plus de 1700 autres migrants en provenance d'autres pôles migratoires. Plus de détails dans ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis et de Guitry Choisy. Au moins 2 ressortissants haïtiens ont perdu la vie en une journée le 2 mars dernier, après avoir été placés en détention sous la responsabilité du service de l'immigration américaine. La communauté immigrante a enregistré un double décès, déplore le responsable de communication du GAR, Stanley Aubre Doniscar. Seulement moi, en mars 2026, nous avons 2 Haïtiens qui perdent la vie dans la communauté, à savoir Daffy Michel au niveau de Pittsburgh et puis nous avons Emmanuel Damas qui est mort parce qu'il a une infection dentaire qui n'est pas soignée pendant qu'il était sous responsabilité agent haïtien. Il y a peu de doute que l'autorisation de suspendre le statut de protection temporaire en faveur des ressortissants haïtiens, accordée le 24 juillet dernier par la Cour suprême à l'administration Trump, va générer un grand désarroi parmi les migrants. De plus, le GAR craint que cette mesure équivaille à une carte blanche accordée aux agents de l'AIS. Nous avons pour le premier semestre déjà déporté au total 1702 cas et 1702 personnes. Donc, il y a les États-Unis qui voient 756, il y a Bahamas qui voient 532, il y a Turk and Caicos qui voient 340 et puis Jamaïque voit pour nous 74 cas et déportation. Donc, c'est cas migrants ici qui États-Unis qui participent et subissent persécution par rapport avec la politique migratoire qui est en vigueur. C'est cas on a dit depuis la campagne électorale de Donald Trump, côté que grand pile haïtien au point possible, nous avons juste à passer dans Springfield.
Et elle monte sous pouvoir tout, il campé programme TPS là, il a rempli haïtien dans situation irrégulière, il coupé question bail haïtien visa. Donc c'est une série de mesures qui fait que yo fragiliser la vie migrant haïtien aux États-Unis, sans compter gain ICE qui a multiplié violence sur migrants et sur migrants haïtiens tout. L'administration américaine n'est pas la seule préoccupation du GAR dans cette chasse aux migrants. La République dominicaine a déjà expulsé plus de 140 000 Haïtiens de son territoire en 6 mois, soit de janvier à juin 2026. Des chiffres qui dépassent largement ceux du premier semestre de l'année précédente. Parmi eux, il y a 94 435 garçons, il y a 34 080 femmes, il y a 5 579 petites filles et 5 924 petits garçons. Bon, pour 6 premiers mois de 2026, nous avons un Belader qui recevoir plus gros volume, à savoir 53 634 cas. Et puis nous avons Wadamen qui vient en deuxième position avec 51 788. Et puis nous avons en troisième position, c'est Malpasse avec 21 686 cas. Et puis en Sapit qui vient en dernière position et avec 12 910 cas. Cet afflux important de personnes expulsées dans le pays survient dans un climat d'inquiétude profonde qui ne cesse de s'accroître, souligne le GAR, tant au niveau sécuritaire que socio-économique ou politique. Nous interpellons l'État haïtien tout comme acteur clé qui doit travailler pour assurer que les Haïtiens qui sont au pays ont un bon traitement, assurer que les gens jouent des droits fondamentaux. Les Haïtiens en difficulté, c'est l'État haïtien qui doit agir pour porter assistance à travers le couloir qui est fixé pour ça. Sur le dossier TPS, l'État haïtien a pour devoir pour porter assistance à la communauté haïtienne qui est en difficulté aux États-Unis pour veiller qu'elle doit respecter et assurer que dans le processus de déportation, il n'y a pas subi aucune maltraitance. De janvier à juin 2026, au centre d'accueil du GAR, plus de 4000 migrants expulsés ou refoulés à la frontière ont reçu une assistance. Parmi eux figurent 67 enfants non accompagnés et 162 handicapés. Des chiffres alarmants dans un contexte où le GAR insiste sur le fait qu'aucune vraie disposition n'a été prise pour les accueillir, malgré les discours. Voici le dernier rappel des titres à la une de ce mardi. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé s'est inscrit sur le registre électoral au lycée national de Pétionville, présentant cette démarche comme un devoir civique. Il invite les citoyens à participer massivement au processus et assure que les conditions sécuritaires seront réunies pour la tenue des élections. Le politologue Joseph Harold-Pierre estime que le Conseil électoral provisoire subit une influence du pouvoir exécutif. Il juge le calendrier irréaliste, dénonce des critères de sanction trop limités et s'inquiète des répercussions de ces choix sur la crédibilité du processus électoral. Et puis en 22 mois, les autorités dominicaines ont expulsé plus de 700 000 Haïtiens. Les organisations de défense des droits humains dénoncent ces expulsions et les conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Par ailleurs, aux États-Unis, selon le GAR, 2 migrants haïtiens sont morts en mars dernier, alors qu'ils étaient sous la garde des services de l'immigration américaine. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir pour une prochaine édition de ce journal. Mais restez branchés Métropole, la programmation continue. Bonsoir et à demain.